Dans cette capsule vidéo, je vous propose d'apprendre à identifier les fonctions et leurs caractéristiques. Premièrement, nous allons définir ce qu'est une fonction, et notamment ses différences avec la classe grammaticale. Puis, dans un second temps, nous allons parcourir les principales et différentes fonctions. Premièrement, qu'est-ce qu'une fonction? Quand on questionne la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots, on questionne son rôle dans la phrase. Il faut veiller donc à ne pas confondre les fonctions et les classes grammaticales. Ce n'est pas la même chose. Rappelons les différences. Première différence. À l'exception du groupe nominal et du groupe prépositionnel, la classe grammaticale ne s'applique qu'à un seul mot, tandis que la fonction, elle, s'applique à un mot ou un groupe de mots formant une unité dans la phrase. Si l'on cherche la classe grammaticale du mot « jour », une seule option possible, ce sera un nom, puisqu'il se suffit à lui-même. En revanche, si l'on cherche sa fonction, il faut l'intégrer dans une unité plus large. Par exemple, tous les jours forment un complément circonstanciel de temps. Deuxième différence. La classe grammaticale représente l'identité d'un mot, tandis que la fonction désigne le rôle que ce mot a dans la phrase. Prenons l'exemple suivant. Le boulanger débute sa journée très tôt. Concentrons-nous sur le mot « boulanger ». Si l'on recherche sa classe grammaticale, c'est-à-dire son identité, nous verrons qu'il s'agit d'un nom. En revanche, si l'on cherche sa fonction, il faudra questionner la relation qu'il entretient avec les autres mots de la phrase. Dans cet exemple, le boulanger est à l'origine de l'action exprimée dans la phrase. Sa fonction sera donc d'être le sujet du verbe débuter. Commençons par une fonction très commune, la fonction sujet. Le sujet indique de qui ou de quoi l'on parle, et il désigne qui fait ou qui subit l'action. C'est également lui qui commande l'accord en nombre du verbe. Plusieurs classes grammaticales peuvent avoir ce rôle. Tout d'abord, il peut s'agir d'un nom, comme dans l'exemple « Paul achète un livre ». Cela peut aussi être un groupe nominal, avec « Le chat mange la souris ». Enfin, il peut s'agir d'un pronom, comme dans l'exemple « Il révise son cours ». Soyez cependant vigilants, car il peut aussi s'agir d'un pronom relatif. Pour identifier le sujet dans la phrase, il s'agit de se poser la question « Qui est-ce qui ?» à la suite du verbe. Dans l'exemple « Paul achète un livre », il faut donc se poser la question « Qui est-ce qui achète un livre ?» C'est Paul. Passons maintenant à l'attribut du sujet. Il apporte une information sur le sujet, et il fait partie du groupe verbal, puisqu'il est obligatoirement précédé d'un verbe d'état, aussi appelé verbe attributif. Parmi les verbes attributifs, on peut trouver être, paraître, devenir, sembler, avoir l'air, passer pour, etc. L'attribut du sujet peut être représenté par plusieurs classes grammaticales. Il peut par exemple s'agir d'un adjectif qualificatif, comme dans l'exemple « Maëlle semble inquiète ». Il peut également s'agir d'un nom, comme dans « Il est devenu médecin », ou même d'un groupe nominal, avec « Il est devenu médecin généraliste ». Enfin, l'attribut du sujet peut également être un pronom possessif, comme dans l'exemple « Ces livres sont les siens ». Attention à ne pas confondre l'attribut du sujet avec le COD, puisqu'ils répondent tous les deux à la question « quoi ?», mais le COD complète l'action du verbe, alors que l'attribut du sujet complète, lui, le sujet. Prenons l'exemple de Maëlle mange un bonbon. Ici, un bonbon est COD, car il est lié à l'action exprimée par le verbe manger. En revanche, dans Maëlle semble inquiète, inquiète est lié au sujet Maëlle, auquel il apporte une précision. Passons à présent au complément d'objet. Il précise l'action du verbe, et il en existe deux types. Tout d'abord, le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. Il se construit directement après le verbe, c'est pourquoi on pose les questions « quoi » ou « qui » après le verbe. L'exemple, ici, est « Hélène prend ses affaires ». On peut trouver également le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect, qui lui nécessite une préposition pour l'introduire, comme à, de, en, etc. Ce dernier répond aux questions « à qui » de qui ou « à quoi » de quoi après le verbe, comme dans l'exemple « Étienne écrit à sa sœur ». Passons à présent au complément circonstanciel.
Ces derniers apportent une information sur la situation, sur les circonstances d'une action ou d'une phrase. Il en existe plusieurs types, dont voici les principaux. Tout d'abord, il y a le complément circonstanciel de lieu, comme dans l'exemple « Anaïk part en vacances à Rome ». On peut également trouver le complément circonstanciel de temps, comme dans l'exemple « Cécile médite tous les soirs ». Il y a également le complément circonstanciel de manière, dans l'exemple « Élise calcule rapidement », ou bien le complément circonstanciel de moyen, dans l'exemple « Éric se déplace à cheval ». Enfin, le complément circonstanciel de but, Marie écrit pour se détendre, ou le complément circonstanciel de cause, je suis en retard car j'ai raté le réveil. Parlons à présent du complément du nom, qui fait partie des expansions du nom. Comme son nom l'indique, il complète un nom, le précise, en indiquant par exemple son possesseur ou sa matière. La classe grammaticale des compléments du nom est très souvent le groupe nominal prépositionnel, parce qu'il est introduit par une préposition, comme de, à ou en. Voici l'exemple. Je prends mon thé dans une tasse en porcelaine. Parlons à présent de l'épithète, qui est lui aussi une expansion du nom. L'épithète complète un nom auquel il est directement collé. Il s'agit très souvent d'un adjectif qualificatif, comme dans les exemples « un film intéressant » ou encore « des témoins interrogés ». Parlons à présent de l'apposition, qui fait elle aussi partie de la famille des expansions du nom. L'apposition complète un groupe nominal ou un pronom dont elle est séparée par une virgule. Lorsque cette apposition est un groupe nominal, elle entretient un rapport d'équivalence avec le nom, comme dans l'exemple « Mon ami Pierre s'est marié cet été », mon ami est égal à Pierre et Pierre est égal à mon ami. Lorsque l'apposition est un adjectif qualificatif, elle apporte une information sur le nom, comme dans l'exemple « Le vent violent a détruit les arbres ». Découvrons à présent le complément d'agent. Il est utilisé dans le cadre de la voix passive, c'est-à-dire qu'il fait l'action à la place du sujet qui, lui, va la subir. Le complément d'agent est introduit par les prépositions par ou de, comme dans les deux exemples, le voleur a été arrêté par les gendarmes, ou encore Maël est apprécié de ses professeurs. Dernière fonction, l'attribut du COD. L'attribut du COD complète le COD, lui apporte des précisions. Pour l'identifier, il est possible de pronominaliser le COD, c'est-à-dire de le remplacer par un pronom, pour mettre en valeur l'attribut du COD. Voyons cela plus précisément par un exemple. Dans la phrase « J'aime les chips croustillantes », le COD est les chips et croustillante est attribut du COD. Si l'on pronominalise les chips, cela nous donnera « Je les aime croustillantes ». Cela permet donc de mettre en valeur l'attribut du COD, ici croustillante. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à identifier les fonctions grammaticales.